Bonjour, Monsieur le Président. Je ne suis pas un président, moi je suis guide de la révolution. C'est ce que j'ai traduit d'ailleurs. Monsieur le guide, alors, merci. Nous sommes très honorés d'accepter de nous recevoir en cet instant. Nous sommes au deuxième jour de la visite du président de la République. Et il y a 20 ans passés, effectivement, que vous ne vous n'êtes pas retrouvés. Alors, je voudrais savoir, Monsieur le Président, d'abord comment vous portez-vous. Comment Monsieur le Président se porte? Quel est son état de santé? Je suis en bonne santé. Et alors, hier, lorsque vous vous êtes retrouvé avec le président, il a parlé effectivement des retrouvailles et dit qu'il y avait 20 ans que vous ne vous n'étiez plus jamais rencontrés. Quels étaient vos sentiments personnels à ce moment-là? Vraiment, j'avais eu des sentiments de sympathie, de très forte sympathie et d'enthousiasme pour cette rencontre avec mon cher frère. J'aurais désiré que cette rencontre ait lieu depuis déjà très longtemps. Et je remercie mon frère président d'avoir accepté cette invitation. Et sa présence avec nous porte haut notre conscience, notre état de conscience. Au moment où on est en train de confronter la force de colonisation, d'impérialisme. Aujourd'hui, on sent que 45 millions d'habitants du Zaïre sont avec nous. Ayant en tête mon frère, le président Mobutu, dont nous en sommes très fiers. Nous sommes le front d'avant-garde pour la confrontation du néocolonialisme en Afrique. La Libye, c'est le portail de l'Afrique du Nord. La Libye s'étend sur une distance de 2000 km sur la côte. Du nord sur la Méditerranée. C'est vraiment le portail de l'Afrique. Nous sentons que nous avons la responsabilité de défendre l'Afrique de ce côté-là. Monsieur le Président, comment envisagez-vous les rapports entre le Zaïre et la Libye? Je voudrais simplement dire, que reste-t-il de la solidarité arabo-africaine des années 70 et de la coopération sud-sud dont il a été question pendant des années? Malheureusement, la colonisation l'impérialisme n'a pas accordé la chance à l'Afrique de se construire et de coopérer entre elles-mêmes pour réaliser son unité. Il s'est basé sur la déstabilisation de l'Afrique et a obligé l'Afrique à entrer dans le chaos de la multipolarité en vue de diviser l'Afrique en tribus et l'insérer dans un chaos, dans une confusion illimitée. La première des choses qui s'est réalisée en Afrique, c'est l'instabilité. La plupart des pays vitaux de l'Afrique souffrent de l'instabilité
à cause de l'ingérence des pays occidentaux et l'imposition de la multilarité. Par conséquent, c'est freiné le programme Sud-Sud. Il a été retardé, même malgré les efforts déployés par notre ami Nyerere, qui a déployé un grand effort colossal pour la mise des bases de la coopération Sud-Sud. Et même la coopération bilatérale a été retardée à cause de l'ingérence occidentale et impérialiste. L'ingérence de l'impérialisme américain français au Tchad a retardé la coopération entre la Libye et le Zaïre et entre la Libye et le Tchad. Donc il est clair, il est évident qu'on a perdu beaucoup d'années, de nombreuses années, à cause de l'ingérence de la France et de l'Amérique au Tchad. Qu'avons-nous gagné en définitive? Nous avons perdu car nous avons retardé la coopération entre nos pays respectifs. Et à la fin, Habré est au Sénégal. Et son ministre des Affaires étrangères a un taxi au Niger. Son premier ministre occupe un champ agricole en France. Et son assistant vend de l'alcool en Belgique. Voilà le système de Habré, en définitive. À cause duquel nous avons retardé la coopération entre nos deux pays. Et c'est ce que désirent la France et l'Amérique. Mais maintenant que vous avez décrit tout ça, mais nous pouvons jeter peut-être un regard neuf sur justement cette coopération et changer les choses. Le mérite revient à mon frère, le président Mobutu, pour avoir effectué cette aimable visite. Je considère cette rencontre comme étant très, très importante. Il va être le point de départ pour récupérer ou remédier à ce qui s'est passé. Il y a des moyens grandioses à la disposition des deux pays. Si nous effectuons le système de partenariat entre les deux pays, nous allons créer beaucoup de biens pour les deux peuples. Quels sont à cet égard les domaines qui particulièrement tiennent au cœur des Libyens? Nous avons besoin de tout ce qui se trouve en Zaïre. Partant des bois, à l'eau, aux produits agricoles, aux matières premières. Et le Zaïre a besoin d'énergie, c'est-à-dire le pétrole en particulier. Et ceci est disponible en Libye. Les deux pays ont beaucoup de moyens. Il y a des choses concrètes, donc éventuellement des accords qui pourraient être signés au terme de cette visite. Nous n'avons aucune préserve. Mon frère, monsieur le président aussi. J'estime que les Libyens et les Zaïrois peuvent faire tout ce qui peut être pour le bien-être des deux peuples. Effectuer des conventions, des accords. Et tout est possible. Tout cela est possible.
Monsieur le Président, pour parler de la situation particulière de votre pays, en particulier de l'embargo qui vous frappe, comment est-ce que vous vivez cet embargo et jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans la confrontation avec la communauté internationale? Nous n'avons pas de confrontation avec la communauté internationale. Nous sommes en train de confronter les trois pays impérialistes, les grands trois pays impérialistes, l'Amérique, l'Angleterre et la France. Ce sont là les trois pays qui confrontent la communauté internationale. Et ce sont là les pays isolés sur le plan international, tenant compte de leur position envers la Libye. Tous les pays soutiennent la Libye et condamnent la politique d'Amérique et de l'Angleterre et de la France envers la Libye. Toutefois, ils dominent le Conseil de sécurité. Donc il n'y a pas de Conseil de sécurité libre qui puisse prendre des décisions libres. Actuellement, le Conseil de sécurité est l'Amérique, l'Angleterre et la France. Ils veulent occuper le monde au nom des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Donc il est devenu leur propre conseil. Est devenu leur instrument de colonialisme nouveau, de néocolonialisme. Ils nous ont dupés après la Deuxième Guerre mondiale. Ils nous avaient demandé d'adhérer dans les Nations Unies. Les Nations Unies étaient constituées de 4 pays. L'Angleterre, l'Amérique, l'Angleterre, la France et la Russie. Unis contre l'Allemagne. Ils nous avaient demandé d'adhérer avec eux pour la transformer en union, en Nations Unies. Nous leur avons demandé pourquoi. Ils avaient dit pour qu'il n'y ait plus de colonialisme, il n'y aurait plus de guerre. Il y aurait toujours la paix qui va prévaloir et une équité, égalité entre les pays, les grands pays et les petits pays. Donc nous étions des peuples dupes, nous avons cru à ce qu'ils nous avaient dit et nous avons adhéré avec eux. Et nous l'avons transformé en une organisation des Nations Unies. Et sans nous, les petits peuples, il n'y aurait jamais eu de Nations Unies. 50 ans après, nous découvrons que les Nations Unies est une épée qui est dirigée vers nos coups. Et nous constatons que nous découvrons qu'elle est toujours les 4 pays d'origine. Qui nous égorge avec l'organisation que nous avons constituée. Et à partir de là, les Nations Unies sont devenues un instrument de la colonisation. Actuellement, nous pensons constituer une autre organisation qui protège nos intérêts, qui nous assure la défense collective. Nous sommes en train de penser à nous défendre. La Libye est en train d'affronter cette situation. Ce n'est pas une question de Lockerbie ou du théâtre. C'est une affaire de néocolonialisme. Nous n'avons devant nous que la résistance. Nous ne nous soumettons jamais. Est-ce que le Zaïre a une affaire Lockerbie quand ils lui ont posé cet embargo et quand ils lui ont créé tous ces problèmes? C'est une question de colonialisme ou d'impérialisme.
Et comment voyez-vous la fin de tout ça? Parce qu'il y a quand même l'embargo. Est-ce qu'on peut imaginer que la Libye, à un moment donné, puisse céder aux exigences de la communauté internationale? Nous avons dit pas devant nous ne sommes pas contre la communauté internationale. Nous avons une confrontation avec l'Amérique, l'Angleterre et la France. Ce sont des réclamations américaines, britanniques et françaises. Si c'est une question de jugement, nous sommes tout à fait disposés à être jugés. Les accusés se trouvent en Libye. Ils peuvent venir les juger. Ceux qui ont une accusation évidente contre eux, ils peuvent l'emmener. Pourquoi devons-nous les emmener en Angleterre ou en Amérique? Pourquoi? N'y a-t-il pas de juridiction en Libye? S'il n'y a pas de confiance dans la juridiction en Libye, si eux, ils n'ont pas confiance à la jurisprudence libyenne, nous aussi, nous n'avons pas de confiance en la jurisprudence américano-britannique. Chacun est libre. Monsieur le Président, comment vivez-vous dans ce contexte? Votre vie au quotidien, comment ça se passe? Nous vivons des jours glorieux car nous sommes en train de résister à l'impérialisme. Nous sentons que nous sommes les seuls qui méritent de vivre sous le soleil. Car nous vivons avec fierté, digne, et nous ne nous sommes jamais soumis. Nous n'avons pas été terrorisés par la force impérialiste. Il n'y a pas de comparaison concrète entre nos forces et les leurs. Ils ont les bombes nucléaires, ils ont les missiles à longue portée. Ils nous ont même bombardés, vous l'avez bien vu, à mon domicile, et même ici en ce lieu. Mais nous ne nous sommes jamais rendus. Car notre croyance en notre droit sur terre est plus fort que leurs bombes et leurs missiles. Et vous n'avez donc pas peur de la mort? Est-ce que vous y pensez? Nous avons dépassé la phase de la crainte. Monsieur le Président, bon, je vais terminer avec cette dernière question. Quelle idée le guide Kadhafi voudrait ou léguer à la postérité, au monde, quand il ne sera plus là? Qu'est-ce qu'il voudrait qu'on retienne de lui? Nous désirions que triomphent les peuples et disparaissent les instruments du mal et des guerres. Je lègue derrière moi le livre vert, le guide des peuples au cours de l'émancipation, et j'invite tout le monde à lire le livre vert. Merci, Monsieur le Président. UBC, Université belgo-congolaise, une grande entité éducative à Kinshasa, avec ses facultés modernes, sciences sociales, économie et gestion, développement communautaire et environnemental, droit, santé publique et médecine. L'UBC décerne des diplômes reconnus mondialement. Ici, qualité et rigueur sont les maîtres mots. Son grand campus, avec ses 2 tours jumelles, s'enrichit des logis haut de gamme pour accueillir professeurs visiteurs, étudiants en immersion, pour les échanges interuniversitaires et pour une formation pratique adaptée. UBC met à disposition une ferme agro-industrielle, une bibliothèque pluridisciplinaire, une salle d'informatique à la pointe du numérique, un cabinet d'assistance juridique, un hôpital doté d'un laboratoire d'analyse médicale, une télévision moderne et bien équipée. En partenariat avec des institutions internationales, l'UBC octroie des bourses à ses lauréats et assure le suivi du cursus du 3e cycle à l'étranger. Nous sommes sur Louosi, numéro 11 à 13, en face du carrefour de jeunes. Téléphone, +243
816 000 634. UBC, une œuvre signée ambassadeur Mathieu Mobindi.